Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'effectivement, c'était aussi important Le son, finalement. le son est très bas, Cécile. C'était finalement important. Vous m'entendez mieux là? C'est bon. Généralement, on me dit que je parle trop fort, mais bon, de temps en temps, apparemment, ça ne passe pas bien. Non, merci. Je crois que les intervenants et les témoignages, y compris, démontrent tout ce que l'on peut englober quand on parle de sécurité. Moi, je veux simplement dire que parler de sécurité, c'est effectivement parler du bien vivre. Et donc, ça nous intéresse parce que c'est investir le champ politique. Et ce bien vivre, ce vivre en sécurité, il n'est l'exclusivité de personne. Et je crois que c'est un droit qui doit être garanti à chacune et à chacun. Il y a cette question de sécurité, et d'ailleurs, j'ouvre juste une digression, même si nous en avons peu parlé ce soir, mais il y a la sécurité dans l'espace public, mais il y a tous les problèmes également de sécurité dans l'espace privé, dans les vies de la famille. Et c'est toutes ces problématiques dites de violence, parfois de délinquance, parfois même de grands trafiquants, jusqu'à l'acte terroriste, qui sont à englober quand on parle de sécurité, sans forcément les hiérarchiser, parce que, je le redis, tout simplement, chacun aspire à bien vivre, et Marie-Christine le disait, y compris quand la sécurité n'est pas respectée, derrière, c'est tout un processus, y compris d'accès aux services publics, d'inégalité territoriale, qui est remis en question. Parce que c'est un droit fondamental, celui de pouvoir vivre en sécurité. Ça a toujours été une mission régalienne de la compétence de l'État qui se doit d'assurer à chacune, chacun, quelle que soit sa condition sociale, mais quelle que soit aussi sa condition territoriale. Parce que l'on peut être riche ou pauvre quand on habite dans une ville avec des quartiers populaires, comme ça vient de dire, on est tous on est tous logés à la même enseigne. Et donc, c'est à l'État d'assurer cette mission. Et progressivement, l'État s'est désengagé. Je pourrais refaire de nombreux débats. Malheureusement, ce n'est pas le seul service public, mais l'État s'est désengagé progressivement de cette compétence, de cette mission qui était d'assurer cette sécurité pour chacune et chacun. Face à ce désengagement, les collectivités, là encore, j'ai envie de dire une fois de plus, se sont appropriées au début de façon parfois un petit peu empirique, en essayant, et un certain nombre de collectivités, de mairies principalement, se sont appropriées cette question. Alors, plutôt parce que c'est là aussi leur capacité à agir, l'efficacité, parce qu'il existait déjà un pouvoir de police du maire, et Michel Picard l'a rappelé, sur un certain nombre de domaines, cette capacité à pouvoir répondre tout simplement aux besoins de bien vivre des habitants de leur commune. Le souci, c'est que ce désengagement se poursuit et s'accélère. Bien évidemment, il s'est arrêté avec la fin des polices de proximité et finalement d'une police qui aujourd'hui n'est plus un service public au service de toutes et de tous, mais qui effectivement est essentiellement consacré aux problématiques de maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela que naît parallèlement toutes les problématiques du rapport de la population avec la police et des violences policières quand celles-ci se déroulent. Sans rentrer et sans revenir forcément dans le loi dit sécurité globale, d'abord, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je veux vraiment attirer l'attention de chacune et de chacun, et je finirai ensuite sur les propositions. Ce projet de loi de sécurité globale, on en a beaucoup parlé, principalement sur les articles 23, 24, 25, c'est-à-dire la question des violences policières, la question du contrôle des drones, la question du caractère intrusif et du rapport finalement de l'image de la violence et du contrôle de la population. Mais en son sein, ce projet de loi, cette proposition de loi dite sécurité globale, ce qu'elle acte et ce qu'elle consacre, c'est un désengagement encore plus important de l'État dans ses missions régaliennes qui sont justement celles de la sécurité. C'est-à-dire que c'est l'accélération d'un processus qui fait que demain,
l'on rejette encore plus sur les communes, les maires, les élus municipaux, cette responsabilité. Et en leur rejetant cette responsabilité, comme on ne leur donne pas les moyens, l'on fait monter la colère que beaucoup ont exprimée et qui est une colère, j'ai envie de dire, saine, qui est une colère légitime. Parce que oui, c'est insupportable quand on va bosser le lendemain qu'il y ait du bruit et des mecs qui fassent des rodéos. Parce que oui, c'est insupportable quand on rentre de l'école, quand on rentre du travail, de devoir faire un détour et passer par le trottoir d'en face pour contourner un trafic de drogue. Parce que oui, c'est insupportable à un moment donné de se dire qu'il faut évacuer brutalement son appartement parce qu'il y a eu des incendies de poubelles et que finalement, c'est là pour le coup la sécurité au sens la vie de chacune et de chacun, y compris qui est mise en jeu. Et donc, on renvoie ces missions sur les collectivités et on a même été plus loin puisque, alors quand je dis on, pardon, les parlementaires qui ont voté cette loi, puisque les parlementaires communistes ne l'ont pas voté, mais cette loi va même plus loin puisqu'elle va permettre demain d'expérimenter que les polices municipales puissent avoir des missions de police judiciaire. Et là, on sent bien qu'on est dans une dérive, d'abord, qui fait que selon, bien évidemment, les moyens de la commune, on n'aura pas les mêmes mises en place de police et donc de mise en œuvre de sécurité. Et puis, de ce désengagement que j'évoquais précédemment. On a également dans ce texte de loi le recours, parce que bien évidemment, comme les polices municipales ne suffisent plus, eh bien on autorise aussi une privatisation et un recours possible à des sociétés privées, avec, je respecte bien évidemment les femmes et les hommes qui travaillent dans ces entreprises, mais qui ne sont pas des agents, qui ne sont pas assermentés, qui ne sont pas formés, comme peuvent l'être des policiers municipaux ou des agents de la police nationale. Et demain, ce sont ces gens-là que l'on va mettre en responsabilité. Et finalement, c'est ce que nous avions qualifié dans le débat législatif, de ce côté finalement de plus en plus mercantile de la sécurité, alors que je le rappelle, c'est une des missions premières de l'État. Et de la même façon que nous nous opposons sur ces questions-là, quand le caractère mercantile de l'éducation est mis en avant, parce qu'il remet en cause tout simplement l'égalité républicaine, eh bien, sur les questions de police et de sécurité, il en est de même. Sur les différentes propositions, moi, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a certainement un monde idéal. Et encore, un monde idéal serait-il absous de toute violence? Je ne rentrerai pas dans ça, certainement des grands débats plus philosophiques que politiques. Mais force est de constater que dans la société dans laquelle nous sommes, d'abord, nous sommes dans une société de plus en plus violente, où la violence d'aujourd'hui n'est pas la même qu'hier, même si elle a toujours existé. Mais parce que les armes ne sont pas les mêmes, parce que les enjeux financiers dans les différents trafics ne sont pas les mêmes, parce que ça a été dit également, cette société de l'image, des réseaux sociaux principalement, et donc du caractère qui peut être impressionnant et que l'on a envie de reproduire pour faire la démonstration d'eux, sont aussi des phénomènes nouveaux. Et donc, dans une société qui est de plus en plus violente, les questions de sécurité sont importantes. Il ne faut pas perdre de vue que assurer, garantir la sécurité de chacune et de chacun, c'est aussi assurer, garantir la liberté de chacune et de chacun. Et donc, on est là sur une ligne de crête un peu permanente qui est bien évidemment sécurité, mais aussi liberté individuelle d'ailleurs et collective. Et on voit bien comment dans le débat médiatique et dans le débat politique, parfois, ces choses évoluent. C'est-à-dire que partant d'un fait divers grave et qu'il faut dénoncer, eh bien, on utilise cet objectif pour finalement accompagner le fait d'aller vers plus de répression. Et on voit que ces répressions peuvent aussi être, dont peuvent être également victimes, par exemple, des syndicalistes qui refusent de libérer le passage quand ils manifestent devant une usine. Donc, je crois que nous devons effectivement pouvoir garder et avancer sur ces deux jambes, j'ai envie de dire, la sécurité et la liberté.
Ce qui a été dit également, Pierre-Alain l'a dit au tout début, puis ça a été redit par d'autres ensuite, sans remettre en cause, bien évidemment, l'objectif des forces de l'ordre, c'est que la sécurité, l'insécurité, pardon, excusez-moi, elle s'installe quand l'humain n'est plus là. Et quand l'humain se retire, et quand je dis ça, je ne fais de jugement à personne sur ses comportements individuels, mais quand l'humain se retire, l'insécurité s'installe parce que ça devient des zones de non-droit. Et qu'effectivement, quand on se réinvestit les espaces publics, eh bien, on dérange celles et ceux qui voudraient pouvoir y être tranquilles pour pouvoir faire leur trafic ou d'autres choses. Et que, bien évidemment, la question n'est donc pas d'avoir des sociétés répressives, mais que toutes nos politiques publiques doivent également s'interroger sur comment l'espace public n'exclut pas, mais au contraire permet à chacune et chacun de l'envahir. Moi, je pense que oui, on a à un moment donné, pour X ou Y raison, mais parfois reculer dans beaucoup d'endroits, à ne pas dénoncer des incivilités, des faits d'insécurité du quotidien, et finalement laisser aussi s'installer cette peur collective dans laquelle on peut être toutes et tous pris au dépourvu. Pour avoir vécu, notamment quand j'étais étudiante dans une des cités d'Île-de-France où le taux de trafic de drogue était un des plus élevés d'Île-de-France, oui, à un moment donné, effectivement, on préfère baisser les yeux parce que de toute façon, seul, on n'y arrive pas. Mais finalement, comment est-ce que c'est collectivement qu'on se réapproprie ce combat-là pour rappeler que ici, ce n'est pas le lieu de certains, mais c'est bien le lieu de toutes et de tous. Et puis, il y a des propositions, moi, je crois, apportées que nous portons au Parlement, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, qui est l'exigence du retour d'une police de proximité, du quotidien, de reconquête. Chacun l'appellera comme il veut, mais en tout cas, d'une police formée, présente, en nombre, qui au quotidien travaille avec la population et qui est également une police qui n'est pas, comme je le disais, simplement dans du maintien de l'ordre ou de la répression, mais qui peut également contribuer à toute une partie, d'abord de désamorcer les violences et puis bien évidemment de travailler la relation, la prévention, l'accompagnement, etc., etc. On pourrait bien évidemment développer plus largement sur un certain nombre de raisons. Je pense que sur un certain nombre d'événements que nous avons vus ces dernières semaines, le confinement n'y est pas pour rien et la situation qui pèse de plus en plus, les associations qui ne fonctionnent plus pour des raisons sanitaires et qui, du coup, fragilisent un peu plus encore des liens sociaux parfois fragiles, font que cette violence repart et que cette violence explose. Et puis, il y a une responsabilité, j'en finirai sur ça, je pense, une responsabilité collective, c'est que quand on est dans une société où un certain nombre de femmes et d'hommes politiques n'ont que comme objectif d'opposer les uns aux autres, de diviser les uns et les autres, bien, quand on oppose, quand on divise, on génère de la violence. Quand on développe des politiques qui sont faites pour toutes et pour tous, quand on développe du service public, et je ne dis pas que demain, s'il y avait plus de services publics, le problème du trafic de drogue du quotidien serait réglé, mais quand on développe des services publics, quand on développe la volonté de défendre l'emploi et la capacité à travailler, quand on développe le fait que chacun doit pouvoir vivre là où il habite et que c'est les politiques qui vont se mettre en mouvement, eh bien, on développe tout simplement aussi cette envie de faire ensemble et donc de moins s'opposer. Et je crois que c'est un ensemble, c'est-à-dire que oui, il nous faut à un moment donné des moyens pour agir, pour sanctionner, pour condamner là où la violence, la délinquance se fait et s'exprime. Il nous faut des moyens éducatifs en amont, et ceux-là, ils sont nombreux, divers, et je ne les énumère pas. Il nous faut un moyen éducatif, notamment pour notre jeunesse, qui a été pendant des années le travail de la protection judiciaire de la jeunesse qui a été complètement massacré au nom des économies budgétaires et qui avait tout ce travail aussi d'accompagnement avec cette jeunesse
certes délinquante, mais qui était avant tout, que l'on considérait avant tout comme une jeunesse en danger, et que donc il fallait aider à se reconstruire parce que l'acte commis un jour n'est pas forcément d'engager quelqu'un dans un parcours de la délinquance, mais plutôt celui de se reconstruire et de devenir un citoyen. Et inévitablement, pour en terminer, de développer une présence humaine, je le disais, c'est vrai, avec ce renforcement dans les forces de sécurité sous tous les angles, donc la police nationale, la police municipale quand elle existe, et ce travail en commun, bien évidemment, mais aussi, et nous l'avons tout en tête, dans les services publics. Moi, je prends régulièrement le TER entre Lyon et Saint-Étienne depuis maintenant de très nombreuses années. Et ben, écoutez, oui, il y a encore quelques années de ça, il y avait systématiquement plusieurs contrôleurs dans le train qui circulaient, y compris dans les wagons, même tard le soir. Ce n'est pas tout le temps le cas ces derniers temps. Et donc, ces questions de délinquance, ben, j'en reviens, elles s'installent. Ce sentiment d'insécurité, il se renforce et ils font que tous ceux qui peuvent faire autrement, et je prends mon exemple, voilà, quand on a une voiture et qu'on a les moyens d'y mettre de l'essence et de payer un parking à la gare, et ben effectivement, progressivement, on prend de moins en moins le TER et on vient directement à Lyon. Et donc, je ne sais plus qui le disait à très juste titre, mais oui, il y a un moment donné, les choix individuels impactent aussi la vie de tous. Et donc, c'est à cela qu'il faut travailler. La question n'est surtout pas de stigmatiser le jeune qui réussit et qui décide d'aller vivre ailleurs pour construire sa vie, pour construire une vie de famille, pour pouvoir s'épanouir autrement, mais bel et bien de s'interroger comment ces quartiers-là, qui appartiennent à notre République, ne sont pas des quartiers, non pas comme le président de la région avait dit, des quartiers perdus de la République, mais des quartiers oubliés. Et donc, il nous faut aujourd'hui les réintégrer au cœur, parce que chacun fait partie de cette communauté qui est la force aussi de notre pays. Je vous remercie. Merci, Cécile.